Saga Egmont présente Le journal de Sarah, de Page Coman, lu par Rosa Ruiz. 1. Journal de Sarah, samedi 17 mars 2012, Stockton-on-the-Bridge. Je m'appelle Sarah. Au fil des jours, j'ai consigné le secret de mes solitudes, de mes tourments et de mes peurs, dans le refuge de plusieurs carnets bleus. Ma confession couvre quelques années de ma vie, de rares instants de joie et beaucoup de moments terribles. Je suis ici, blottie entre ces phrases, au milieu de mes fragiles victoires et de mes nombreux chagrins, ceux de la violence des hommes et de leurs désirs carnassiers, ceux de mes mauvaises rencontres et de mon inconscience. J'ai osé me réchauffer à des feux qui n'étaient que les brasiers du diable, et j'ai brûlé vive. Toute mon histoire est là, dans ces pages à l'écriture trop appliquée, dans ce récit qui pourrait paraître mensonger. Pourtant, je n'ai rien exagéré. Partout, le parfum aigre de la mort me suit, c'est vrai. J'ai tué, je le confesse, pour m'accrocher à l'espoir du bonheur autant que pour me venger. La tête froide et la main sûre, avec chevillé au plus profond de mon être la certitude de faire acte de rédemption. Chacun jugera. Qu'importe le réquisitoire. J'accepterai la sentence car le seul verdict qui compte à mes yeux est celui que j'ai déjà prononcé à mon encontre. Ce qui est passé ne peut être changé. Si un Dieu existe, où qu'il soit, quel qu'il soit, il comprendra mes fautes et mon incapacité à agir autrement. Mon âme ne voulait pas se reconnaître à travers ces tragédies-là. Trop tard. Sa fracture ne s'est jamais consolidée, même si l'instinct de conservation a permis à mon corps de survivre à ses blessures. Relève-toi est devenu pour moi une injonction capitale. Dieu, encore lui, me reprochera peut-être l'effet dévastateur de mes errements. De toute façon, ces enfers ne peuvent être plus sévères que la vie qu'il a décidée pour moi et que j'ai subie toutes ces années. Sans le mal, le bien n'est qu'une idée abstraite. Dès lors, pourquoi me punirait-il après m'avoir accordé le droit de choisir entre les deux ? Je n'ai eu que la violence pour m'extraire de celle dont il m'a accablé, de ces gens abjects en embuscade sur mon chemin. Ses propres serviteurs, bien souvent devenus mes bourreaux. S'il est lu, j'espère que ce témoignage détruira la vie de ceux qui s'y reconnaîtront. Ça ne serait que justice. Quelqu'un me croira et les traquera jusqu'à l'Alali, comme de vulgaires gibiers de potence. C'est ce qu'ils sont, malgré leurs titres et leurs charges, les ors de leurs châteaux, les enluminures de leurs recueils pervers et les hôtels secrets des théâtres de leurs offenses. À consigner sa vie dans un journal intime, la tentation est grande d'habiller la vérité d'un peu de mensonge. C'est la facilité. Peut-être pour paraître moins friable, plus présentable aux yeux de ceux qui en tourneront les pages. J'ai relu maintes fois ce journal avant de me décider. Je l'ai corrigé, amendé. Avec le temps, j'ai réécrit certains passages et déchiré de nombreuses pages. La confession initiale est peut-être devenue moins fougueuse, moins spontanée, mais je n'ai rien changé de ce que j'ai subi, ni de ce que j'ai fait. Les noms et les lieux sont là, les faux espoirs, les outrages, les crimes et leurs conséquences aussi. Toi qui liras ces lignes, souviens-toi de Sarah. 2. Londres, Sunwood Publishing House, où une éditrice reçoit un manuscrit. Diane pousse la porte de son bureau et découvre qu'Ashley est déjà là, à feuilleter un manuscrit. L'enveloppe de papier craft est posée sur la pile de celles reçues ce jour. « Tu lis mon courrier maintenant ? Tu arrives en retard à nos rendez-vous maintenant ? Désolée Ashley, mais ce mardi inconsistant et pluvieux a commencé comme un mardi inconsistant et pluvieux.
thé renversé, flaque éclaboussée, parapluie retroussé. J'ai taché mon corsage, noyé mes escarpins et mon brushing n'est plus qu'un mauvais soufflet. Je hais l'Angleterre. Je déteste son insipide Earl Grey, sa météo et ses trottoirs. Je n'aime plus rien pour toute la journée, je te préviens. » Elle s'ébroue, remet de l'ordre dans ses cheveux, lisse sa jupe de ses mains manucurées et se défait de ses chaussures qu'elle envoie balader du bout des pieds jusque sous le radiateur en fonte. « Alors, attends demain pour lire ce texte, » dit Ashley en se levant. « Ce serait dommage de ne pas l'apprécier à cause d'une journée qui commence mal. » Elles s'embrassent et Diane passe de l'autre côté de son bureau. « Quoi ? C'est si bon que ça pour mériter un compliment de la grande Ashley Royce ?» Je n'ai parcouru que quelques paragraphes, mais le début est prometteur. Qui a écrit ça ? Et comment veux-tu que je le sache ? Répond Diane en se laissant choir dans son fauteuil. Encore une soumission spontanée, je suppose. Elle tire à elle le manuscrit, en feuillette les premières pages et s'étonne de ne trouver ni lettre de présentation ni nom d'auteur. Elle vérifie que les coordonnées ne figurent pas à la fin du texte, puis fouille dans l'enveloppe. « Ça vient d'où ?» s'énerve-t-elle en cherchant le cachet postal. « Stockton. Tu connais Stockton, toi ?» Ashley se contente de hausser les épaules. Diane range le manuscrit dans son enveloppe et le garde quelques instants en main. « Tu me conseilles vraiment de le lire ?» « Pourquoi tu ne lis pas tout ce que tu reçois ?»« Pas les envois spontanés. Des lectrices les filtrent et ils n'arrivent sur mon bureau qu'accompagnés d'une fiche d'analyse. »« Seigneur Dieu !» s'exclame Ashley. « Comment ai-je pu passer à travers ces herses et ces tamis ?»« Tu n'y es pas passé, » corrige Diane. « N'oublie pas que j'ai refusé ton premier roman. »« Comment pourrais-je l'oublier, très chère éditrice ? Avoir édité les 17 suivants ne te rachètera jamais d'avoir rejeté Sandoni. » Diane regarde soudain son amie dans les yeux et reste silencieuse un long moment. « Tu n'essaierais pas de me refourguer un pseudo-manuscrit anonyme pour me tester ?» Ashley rit de bon cœur en haussant les sourcils. « Diane, crois-tu qu'à mon âge et avec mes ventes, je m'amuserais à ça ? Ce texte était sur la pile de ton courrier du jour. Je n'ai fait que le feuilleter parce que tu étais en retard. Et d'ailleurs, je t'ai demandé ce rendez-vous pour une raison exactement contraire à ce que tu sous-entends. »« Contraire à quoi ?» s'étonne l'éditrice. « Je vais arrêter d'écrire. » La stupeur fige Diane, qui s'adosse à son fauteuil dont le cuir soupire lui aussi. « Je savais bien que je n'aimerais rien de cette fichue journée. » « Je vais arrêter d'écrire quelque temps, » reprend Ashley. « Je suis un peu fatiguée et n'oublie pas que j'ai l'âge d'être ta mère. »« Mais tu arrêtes quoi ? Tout ? Et notre invitation en Arménie ? Erevan est nommée nouvelle capitale mondiale du livre et tu es invitée d'honneur. C'est énorme. Et tes lectures au pavillon anglais de l'Expo internationale de Séoul ? » ?»« Je suis désolée, mais je n'irai pas. Nous sommes en 2012, Diane. Dans un mois, ça fera 20 ans que j'écris un roman chaque année et que j'en assure la promotion. Ça fait beaucoup, tu sais. Et j'ai décidé de lever le pied. Pour ça, j'ai acheté un petit quelque chose dans les Highlands. Seigneur Dieu, je redoutais cet instant depuis des années. Je sens que je vais haïr tous les mardis du monde jusqu'à la fin de ma vie. Ashley, c'est plus que d'une plume dont tu vas me priver. C'est d'une amie. Eh bien, fais de moi une lectrice, par exemple. Donne-moi des manuscrits à évaluer. Je te rapporterai mes notes et mon ressenti chaque mardi inconsistant et pluvieux qu'il te plaira. Diane, j'ai envie de profiter de la vie. Écoute, rien n'est définitif. Comme je viens de te le dire, je suis fatiguée. Mais, par-dessus tout, je n'aimerais pas écrire le roman de trop. Tu comprends ? Je comprends. Tiens, dit-elle en poussant vers Ashley l'enveloppe. Tu as le job. Tu commences aujourd'hui avec celui-là puisque tu l'as déjà attaqué. Mais Ashley écarte doucement le manuscrit. Merci, mais j'ai vraiment besoin d'une pause. Lis-le, toi, et laissons passer l'été.
Si je ne suis pas revenue sur ma décision, je prendrai mes fonctions de relectrice en septembre, si tu veux bien. » « D'accord. » accepte Diane à contre-cœur. « Alors, allons déjeuner ?» Elle se lève, et Diane ne peut s'empêcher de serrer Ashley dans ses bras. L'étreinte sincère se prolonge. Puis, Diane s'écarte et saisit soudain Ashley par les épaules. « Tu dis être fatiguée. Est-ce que je dois m'inquiéter ? » « À partir de quand faut-il s'inquiéter de son âge ?» rétorque Ashley, soudain un peu distante. « Excuse-moi, c'était une question idiote. Os à moelle chez Blumenthal ? La recette de 1720 avec les escargots, le persil, les anchois et les condiments de légumes ? Exact. Roast marrobonnelle, 1720 parfaitement. Et morue rôtie sauce verte sur lit de chicorée braisée. » Quand elle monte à bord du taxi, le chauffeur indien enturbané imagine deux amis en goguette qui partent fêter un anniversaire ou une quelconque célébration sans présence masculine. Une jolie soixantaine pour la plus âgée, blonde aux yeux clairs, pommettes saillantes, se dit-il. Une belle quarantaine pour la plus jeune, aux cheveux bouclés, presque roux et au regard pointu. Et il ne se trompe pas de beaucoup. 3. Londres, quartier de Shoreditch, où Diane rencontre Sarah. Télécommande en main, Diane éteint la musique. Dans la pénombre de son loft en rotonde, elle ne veut pas d'autre émotion que ce qu'elle lit et qui la surprend. La nuit entre en maraude par les si hautes fenêtres étroites. Posée sur un guéridon de bois ciré, une lampe d'ambre calipige, coiffée d'un épais parchemin opaque, sauve de l'obscurité les feuillets éparpillés du manuscrit. L'appartement occupe la pointe arrondie d'un immeuble rococo de Shoreditch. Tout le second étage, proue d'un navire ancré au milieu des bâtisses sombres d'un quartier changeant. C'est son antre chaleureux, son doux refuge, son cocon loin de l'autre Londres. Levée dans son canapé, face à la cheminée où crépite un feu, elle est bien avec Sarah et s'en étonne. Il n'a fallu que quelques pages de ce journal anonyme pour qu'une étrange alchimie se crée entre elle et cette Sarah sortie de nulle part, cet insaisissable enfant, cette pauvre âme, cette gamine qu'elle imagine dès les premiers mots, perdue et bien trop fragile pour survivre à ce que lui réserve l'Angleterre de ces années-là, celle qui ajoute à la misère l'infortune des mal-nés, dans ce royaume qui donne le change avec l'audace des mini-jupes de Mary Kant et les échos amplifiés de sa musique pop. Elle ne s'attache pas à Sarah pour ce que cette fille raconte de sa vie, mais pour tout ce qu'elle ne dit pas encore et que Diane devine. Orpheline et miséreuse à 15 ans, violée et enceinte, amoureuse d'une petite frappe. Diane en a souri au début, du jus de malheur pour faire pleurer dans les chaumières. Elle en a lu et refusé des confessions de ce genre. Couchée sur des pelures d'oignons pour appeler les larmes. De la bouillie qui pique les yeux. Merci pour votre manuscrit qui a retenu toute notre attention mais ne correspond pas à notre ligne éditoriale actuelle. Diane tend la main et pioche sur une table basse en verre quelques éclats de cheddar extra vieux et des grains de raisin. Elle les savoure entre deux gorgées de vin blanc. Pinot Grigio terre magre. Comme tant d'autres, elle non plus n'a jamais été pauvre. Juste une existence d'adolescente simple. Le seul malheur de sa vie ne l'a même pas frappée directement. Il s'est produit bien avant, dans sa toute petite enfance. La perte de ses parents, dont elle n'a aucun souvenir, et qui l'a fait renaître dans une famille aimante. Une douce période, pas très loin de Manchester, juste à l'abri du besoin, à apprécier les gens et découvrir les livres. Diane suspend son geste. Dans la clarté du feu, son verre s'illumine d'une délicate robe de paille. Son destin lui a choisi un sentier d'herbe tendre pour la sortir des premières années de sa vie. Mais qu'en sera-t-il pour Sarah ? Elle comprend alors ce qui l'alarme. Ce n'est ni la pauvreté ni la misère de cette gamine, mais le nombre de mauvais coups qui semblent la guetter à la croisée de chaque chemin. En quelques pages déjà, le sort s'est appliqué contre elle,
ponctuant chaque petit bonheur d'un grand malheur. Et elle n'a que 15 ans. Elle a pourtant survécu, puisqu'elle a écrit ces pages. Le manuscrit a été saisi sur un traitement de texte, ça ne fait aucun doute. Ce n'est certainement pas le journal intime d'origine. Le style permet également d'en douter, parfois trop littéraire pour une gamine de cet âge. Bien sûr, la valeur n'attend pas le nombre des années. Anne Frank en est la preuve, mais celui-ci, repris, réécrit, Sarah le dit elle-même dans son introduction. Inventé? Certainement pas. Si Sarah a surmonté tous les malheurs qu'elle va raconter et que ses premiers chapitres laissent craindre, elle peut très bien avoir envoyé ce texte elle-même. Qui es-tu, petite Sarah? Et à quoi joues-tu? Est-ce que c'est vraiment toi? L'as-tu réellement écrit? Diane pose son verre et récupère l'enveloppe. Stockton. Est-ce que Sarah habite Stockton aujourd'hui? A-t-elle posté ce journal depuis ce village? Attend-elle fiévreuse la réponse d'une éditrice? Elle se penche et ramasse l'ordinateur portable ouvert sur le parquet et pianote le nom de Stockton sur un moteur de recherche. Il n'existe qu'un Stockton-on-the-Bridge, en Écosse. Ses doigts courent sur le clavier pour appeler une image satellite qu'elle agrandit aussitôt. 7 maisons groupées le long d'une rivière vive qu'enjambe un pont de pierre. 5 autres à l'écart, dans des prairies vallonnées et verdoyantes, tachetées de moutons entre des bois sombres. Se pourrait-il que Sarah habite ce paisible hameau? Une de ces chaumières aux murs blanchis à la chaux? Ou une de ces autres de briques rouges et sales qui forment le cœur minuscule et solide du village, de part et d'autre du pont? Pourquoi moi, petite Sarah? Pour la réputation de Redwood Publishing? Et pourquoi maintenant? Mais qu'importe toutes ces questions. Après tout, peut-être que Sarah est apaisée aujourd'hui. Peut-être que ses premières pages sombres s'ouvrent dès les prochains chapitres sur une vie radieuse. Pourquoi pas? Mais pourquoi Diane n'y croit-elle pas? Dès les premières lignes, quelque chose l'a inquiétée. Les pages suivantes n'ont fait qu'amplifier ce mauvais sentiment. Elle soupire, récupère la télécommande et hésite. Help ou Yesterday? Avant de comprendre que les 2 chansons ne sont en fait, chacune à leur façon, qu'un même appel dans la nuit, une nostalgie de l'âge. Elle choisit Yesterday pour la longue tristesse de la mélodie et elle reprend sa lecture, saisie par l'émotion, presque gênée de pleurer parfois. Quelle gamine! Quelle vie! Toutes ces traîtrises, ce monde ignoble, cette société pervertie. Plusieurs fois, elle veut arrêter, mais la voix de Sarah la supplie de ne pas renoncer. À quoi aurait servi cette courageuse confession si elle, Diane, n'avait pas la force et l'opiniâtreté de continuer? Et à voix basse, dans la nuit de son appartement, dans un murmure aimant, Diane répond à Sarah. « Je ne pleure pas de ce que tu racontes, Sarah, mais du bonheur de savoir que tu y as survécu. Je t'espère heureuse à Stockton-on-the-Bridge, et je te remercie de t'être confiée à moi par ce journal, de m'avoir choisie. Je vais rester avec toi toute cette nuit, je te le promets. Nous sommes déjà amis, est-ce que tu comprends? Je vais te lire jusqu'au dernier mot, comme la lettre de quelqu'un qu'on aime. Je veux te connaître par cœur. » 4. Journal de Sarah. 20 mars 1965. Cladacduff, Irlande. Être née un 17 mars, une nuit de Saint-Patrick en 1950, sur la route entre Cladacduff et Clevedon, pas loin de l'église dédiée à Saint Faishan, devrait suffire à ma fierté d'Irlandaise. Mais si j'en crois ce que Janet O'Driscoll m'a raconté de ma naissance, je n'ai aucune raison de m'en vanter. Je suis venue au monde sous la pluie, sur un coin d'herbe dégagé de pierres et miraculeusement épargné par la boue. J'ai glissé d'entre les jambes de ma mère jusqu'au pied d'un pieu sur lequel mon père s'était empalé. On l'a retrouvé ainsi, le visage beurré de tourbe, au milieu des débris de sa bétaillère renversée derrière un talus. Il avait bien trop bu pour prendre le volant.
Mais il voulait assumer jusqu'au bout son rôle de mâle responsable, conduire à l'hôpital la femme qui l'avait engrossé. Comment interdire à un ivrogne au whisky mauvais de satisfaire ses délires? Personne ne l'en empêcha. En bons chrétiens, ceux de notre village se contentèrent de prier pour maman et pour moi, pauvres petites choses arrivées sur cette terre par une nuit de pleine lune chez de tels gens. Nées dans la tourbe qu'ils ont dit « Elle sera rousse », et je le suis. C'est tout ce que j'ai d'Irlandais. Nous avons été heureuses, maman et moi, avant qu'elle ne meure elle aussi. Elle était institutrice sur l'île d'Inishbofin, et toutes les fins d'après-midi je cavalais jusqu'à la pointe d'Ogg russe pour voir apparaître le ferry la ramenant vers moi. Notre vie n'était pas simple, mais bercée de tendresse. Le veuvage l'avait rendue belle. Quand je m'inquiétais de savoir si elle n'avait pas envie de me dénicher un nouveau père, elle éclatait de rire et m'expliquait que Dieu s'était trompé sur les hommes. Plus de couilles que de cœur. Puis, son front se ridait, ses yeux se grisaient de mélancolie, et elle me serrait contre elle en murmurant « Un ivrogne dans ton cœur, c'est pire qu'une vipère dans ton lit. » Je suis restée fille unique. De cette période surgissent parfois des souvenirs. Le visage de maman, long et triste malgré ses sourires, déjà fatigué et pourtant si jeune. Sa fine silhouette, les bras levés pour suspendre nos draps sur les fils d'étendage, est devenue celle d'une dame blanche, un fantôme aujourd'hui. Restent les balades sur les plages d'Omey, lessivées d'embrun, écrasées sous des nuages gorgés d'orage inventés par l'horizon. Et les heures de lecture, obligatoires, les yeux perdus devant ces paysages de pluie lointaine, au-delà des fenêtres, pendant qu'elle me retournait l'âme avec les classiques irlandais. Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, m'a rasé. J'ai détesté James Joyce, qui prétendait que l'épouse était le point faible du mari. Quelle arrogance de résumer l'amour entre un homme et une femme à une histoire de bouteilles et de bouchons. Seul le voyage de Gulliver me tirait de l'ennui, surtout le périple de Brobdingnag décrivant la chaussée des géants. Mais le soir, en cachette, et pour changer d'univers, je rejoignais les horizons lointains de Autant n'emporte le vent, et je devenais Scarlett O'Hara, pour m'enivrer de ses passions. Maman s'est noyée à la Saint-Patrick, dans le lac Fauna, le jour de mes 15 ans. Elle essayait de sortir de l'eau un border collie qui s'était pris les pattes derrière un barbelé de barrière à moutons. C'est ce que me raconta Janet O'Driscoll ce même jour où elle m'expliqua les circonstances de ma naissance dans la tourbe. Jamais avare d'un mensonge ou d'une méchanceté, elle me jura aussi que ce malheur était la volonté de Dieu. Pour moi, volonté divine ou pas, la mort de maman a laissé un vide immense. Je ne suis pas certaine de pouvoir le combler. J'ai pleuré, beaucoup. Les 3 jours traditionnels de la veillée mortuaire furent interminables. Et pourtant, ils m'ont empêché de l'enterrer. Les funérailles, ce n'est pas pour les enfants, décida le maire. Il se chargerait de la tombe et je pourrais venir la fleurir plus tard. C'est ce « plus tard » qui m'a poignardé. Les mots qui suivirent ajoutèrent du sel sur la plaie. « Tu n'as plus rien à toi, il te faut un endroit pour vivre, des gens pour s'occuper de toi, un nouveau foyer, une nouvelle école. La sœur de Janet O'Driscoll est d'accord pour te prendre en charge. Tout est arrangé. Un homme attend pour t'amener à Londres dès la cérémonie religieuse terminée. » Et me voilà devant ce chez-moi qui ne l'est plus, assise sur ce banc de bois où l'été maman me faisait la lecture. Quelqu'un a choisi mes vêtements et bouclé mes bagages. 2 valises sur le pas de la porte. La vie m'arrache à mes racines et je me perds vers la chaussée des géants où un Gulliver de Baudruche se meurt. Quand je reviens à la réalité, une charrette s'éloigne vers le cimetière. Sur la route qui file vers les plages d'Omey, à marée basse, elle bringue-balle au rythme pesant d'un vieux cheval de labour. Dessus, maman dans son cercueil recouvert d'un drap noir. Derrière, des silhouettes sombres, les femmes du village.
Les hommes sont restés au pub, le nez collé à la mousse de leur Guinness, pour ne pas avoir à penser à qui sera le prochain. Sur sa tombe ne sera gravé que son nom et 2 années entre les parenthèses d'une vie trop courte. Sheila Dennehy, 1930-1965. Une violente douleur me transperce soudain le ventre. L'angoisse m'étouffe. Une tristesse infinie pèse sur mes épaules. Impossible de bouger. Janet, qui a refusé de suivre le cortège funèbre, m'aide à me lever. Mais comme je m'appuie sur son bras, ses yeux se tournent vers le banc où j'étais assise. Du sang! Elle prend ma main et la glisse de force entre mes cuisses. Mes ongles ressortent vernis de rouge. Je vais mourir. La mort a décidé de me faucher moi aussi. Aurais-je le temps d'être enterrée avec maman? Mais la sentence tombe, sèche comme un coup de bâton sur la croupe d'un mouton. J'ai mes règles. « Ne me dis pas que ça ne t'est jamais arrivé !» bougonne-t-elle, ulcérée par mon air ahuri. Je rentre à la maison pour me laver, et quand je ressors, elle me désigne un inconnu qui patiente un peu plus loin. « Tu n'as plus personne en Irlande, Sarah. Ils vont s'occuper de toi en Angleterre. »« Ici aujourd'hui pour s'en aller demain, dit le proverbe. J'étais en Irlande, je suis partie ailleurs, loin. » Dimanche 21 mars 1965. Départ pour Londres. L'homme habillé de noir, la soixantaine rubiconde et bedonnante, est le beau-frère de Janet O'Driscoll. Il dit s'appeler Stephen Flitch et sa femme se prénomme Shannon. Bien qu'obligés par les circonstances, ils sont, assure-t-il, ravis de m'accueillir et de devenir ma nouvelle famille. Maman les aurait tant aidés. Moi, elle ne m'a jamais parlé de ces deux-là. Flitch a le regard torve d'un tricheur, les dents nicotinées et une haleine de curé malade. Je suis incapable de me souvenir du voyage en train jusqu'à Dublin, mais après avoir feint de s'intéresser à moi, il préfère m'ignorer devant le tranchant de mes réponses. Pendant la traversée qui nous emporte vers Liverpool, il se contente de fumer des cigares sur le pont arrière, absorbé par le cri des mouettes, hystériques, qui fouillent le sillage du ferry. Sa taille, sa moustache et son costume lui donnent l'air d'un bourgeois. Son pantalon, élimé aux cuisses et aux fesses, contredit l'analyse. Ses chaussures sales et éculées balaient toute forme de méprise. Ancien riche ou futur pauvre, ce n'est qu'un besogneux qui fanfaronne. Dans le bus entre Liverpool et Londres, Flitch reste avare de mots et se contente de lire un livre écorné dont j'ai oublié le titre. De temps en temps, il lève les yeux et me sourit d'une grimace qu'il espère rassurante. Mais trop souvent, quand l'autocar chahute dans une ornière, sa cuisse s'appuie contre la mienne et sa main frôle mon genou. Lundi 24 mai 1965. Londres. Chez les Flitch. Loin des horizons d'Irlande et des îles sous le ciel immense, les Flitch habitent une maison en briques rouges sur Narrow Way. C'est dans un mauvais quartier d'East End, entre la Tamise au sud, le canal de Limehouse Ship Lock à l'ouest et le terrain abandonné de Ropmakers Fields à l'est. Shannon m'accueille de toute sa compassion et de sa bonté religieuse et n'exige de moi en échange de son hospitalité chrétienne que des obligations paroissiales et ménagères. Stephen, malgré ses simagrées de bourgeois généreux, confirme son statut de fourbe profiteur. Très vite, il cherche une récompense à mon hébergement et s'octroie quelques effleurements en retour. Au début. Mais entre-temps, j'ai découvert Ropmakers, l'ancien quartier des Cordiers, dont le bel ouvrage retenait à quai les grands paquebots où soulageaient les pauvres pendus du poids de leur existence. Moi, je me fiche des cordages, des drisses et autres gibets. Aujourd'hui, les chômeurs sont les maîtres des lieux. La tiédeur ambrée des peintes leur permet d'en oublier la laideur et la médiocrité. C'est dans un pub de Ropmakers que je rencontre Richie. Son regard gris de petite frappe insolente, son sourire de chat, sa main sur ma taille pour m'offrir un verre, tout me bouleverse. Encore une cigarette, une bière. Please, Please Me, l'album initial des Beatles,
avec I Saw Her Standing There, en titre numéro 1. Ritchie approche ses lèvres. Je suis là, debout devant lui, et je fonds. Misery, Anna, Ask Me Why, Love Me Do. C'est à Rob Markers Fields qu'est enterré mon pucelage. En dehors de Ritchie, très vite les jours mornes se succèdent. Mes cours à l'école anglicane aussi, ponctués de plus de mots d'absence que de bonnes notes. Je suis la faussaire attitrée des Flitch. L'imitation de leur signature est devenue ma spécialité. Vivre chez eux m'étouffe. Tout y est triste, petit, sombre, étriqué, et surtout désespérément prévisible, réglé comme le papier d'une mauvaise rengaine. À table, ils n'échangent que des banalités, entrecoupées de silences interminables, amplifiés par le cliquetis des couverts. J'invente la moindre raison pour échapper à ce rituel. Surtout celui du soir. Un insupportable concert de succion sous une maigre lumière de pingre. Pour oublier, j'essaie d'écrire le plus souvent possible. C'est pas facile. Sarah par ici, Sarah par là. Il y a toujours quelqu'un pour me demander quelque chose. Comme les jours et les semaines, les mots défilent, englués dans l'ordinaire. Shannon, en grenouille de bénitier, m'impose d'assister à 2 offices hebdomadaires, l'un à Christchurch, l'autre à St. Anne's Limehouse. Ensuite, après une visite au cimetière où sont enterrés ses parents, nous nous occupons des abandonnés de Spitalfields à l'ancienne mission des marins. Elle les appelle les pauvres, mais c'est pire, ce sont des miséreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Partout, sous les porches, dans les ruines des usines, à 2 familles lestées de gamins dans un 2 pièces. Des jaunes, des noirs, des indiens, des Irlandais. Depuis la réunion des arrondissements, sous le nom pompeux de Tower Hamlets, j'ai le sentiment qu'on leur a donné de faux espoirs, juste pour les pousser à s'échouer là. Après l'heure des cours, auxquels je n'assiste presque plus, j'ai inventé le mensonge d'un petit boulot de repasseuse sur Dockland pour rejoindre Ritchie. La vraie raison est surtout d'éviter de me retrouver seule avec Stephen Flitch, l'adit peu époux. Je sais qu'il boit et fume beaucoup à m'attendre. Même s'il n'hésite pas à lever le coude, cet homme-là n'a pas dû enfoncer le moindre clou dans sa vie. Pourtant, sans tutoyer l'excès, l'argent ne manque pas dans cette tanière de radins. Le pactole provient de l'héritage des beaux-parents, pas du labeur de leurs fainéants de gendre, d'où la visite au cimetière pour fleurir leur tombe. Flitch est un pervers. La nuit, je ferme ma chambre à clé. Pour éviter de le croiser, j'attends minuit avant de rentrer. Après, il est souvent ivre. Avec Ritchie, je patiente dans la chaleur d'un pub en sirotant des bières, les yeux piqués par la fumée des cigarettes. Soirée peinte Beatles. Le succès de ces 4 gars de Liverpool prend de l'ampleur. Les garçons se coiffent et s'habillent à leur façon. Le Beatles Monthly se vend comme des petits pains. Dès sa sortie, chaque numéro du magazine s'arrache. Je les ai tous. Ritchie a du mal à comprendre cet engouement. Lui, il est plutôt Who ou Yardbirds. Il dit que les Beatles sont des pédés. Il leur préfère les Stones. Je suis presque heureuse grâce à Ritchie. Mais je suppose que quelqu'un, quelque part, tient les comptes de nos vies, prend plaisir à remettre les pendules à l'heure et s'arrache pour que ce qui doit arriver devienne réalité. Dimanche 22 août 1965. Londres, réfugié chez Ritchie. C'est une nuit de fin août. Le goudron des rues transpire la chaleur de la journée. La pluie a quitté Londres depuis plus d'1 semaine et pendant l'avant-match, la bière monte à la tête des énervés. Ce soir, c'est une rencontre sans enjeu entre West Ham et Millwall. Mais un derby n'a jamais rien d'amical. « C'est un affrontement et ça se gagne !» me hurle Ritchie dans les oreilles. Upton Park est plein comme une bombe. Les chants guerriers dégringolent en cascade et se répondent d'une tribune à l'autre. Ritchie m'explique que la concurrence entre 2 compagnies de ferblantiers est à l'origine de cette rivalité devenue haineuse entre les 2 équipes. Heureusement, dit-il, la Tamise nous sépare. Lui, son club, sa vie, c'est West Ham. On va les bouffer, on va se les faire jusqu'au bout, ces tentouses. Il a déjà trop bu. Ils ont tous déjà trop bu.
Les hordes de hooligans s'organisent. Chaînes de chantier, barres de fer, coups de poing américains, tout est prêt pour en découdre. Une peur panique m'envahit. Cette sourde explosion de violence me liquéfie. Tout mon être me hurle de déguerpir le plus vite et le plus loin possible de ce stade, récupérer mon vélo et rentrer chez les Flitch. Tout est éteint. Shannon assiste à une soirée caritative et ne sera pas là avant des heures. Son alcoolique de mari doit cuver son Four Roses, avachi dans son fauteuil aux accoudoirs élimés. Les lampadaires en enfilade éclairent les briques des maisons et décorent l'impasse d'un semblant de merveilleux. Une chanson filtre d'une fenêtre voisine. J'appuie ma bicyclette contre le mur, intriguée. Je reconnais les Beatles, mais pas l'album. C'est Lennon qui chante. Help. Je me fige. La musique s'arrête, le silence s'installe et le bourdonnement des quais de Limehouse reprend sa place. Puis un accord de guitare, et c'est la voix de McCartney. Yesterday. Les violons s'en mêlent, un choc. Je reçois cette mélodie en plein cœur. Elle me fauche, m'anesthésie, me vide de toute substance. Cette mélancolie dans la nuit. Ces regrets, ces remords. Je suffoque devant tant d'abandon magnifique. Je succombe. Je me laisse glisser contre la porte d'entrée jusqu'à tomber les fesses par terre, étonnée de mon propre renoncement. Yesterday. Ce sont les plages d'Irlande qui défilent. Maman. Une brutale envie d'arrêter le temps me serre la gorge. Comment rembobiner le cours des jours, recommencer à zéro? Cette mélodie inattendue, ces paroles inespérées me persuadent que c'est sans doute possible. Mon cœur frappe comme un poing. Je visite un lieu dans ma mémoire, un lac plus plat qu'une dalle ardoisée vers lequel descend un pré bossué. Des bosquets d'ajoncs, des haies de fuchsia et de rhododendrons. Là-bas, maman avance sur un sentier pierreux, à travers les tourbières. Elle a vu un border collie qui se noie. La porte s'ouvre brusquement et je bascule en arrière. Une poigne de fer me saisit par les cheveux et me tire vers le couloir. Je sais qui c'est, et je comprends vite ce qu'il veut. Je cherche à me redresser pour l'affronter, mais 2 gifles m'étourdissent. Le sol chavire, il me traîne encore sur le dos. Je ne peux que donner des coups de pied aux étoiles avant que la porte ne se referme. Et aussitôt, dans le couloir éteint, la laine fétide de Flitch me murmure des insanités puantes au visage. Son corps flasque s'étale sur moi. Il retrousse ma mini-jupe et fourre sa main droite entre mes cuisses jusqu'à ce que ses doigts me pénètrent. Sa gauche relève mon soutien-gorge. Il écrase et griffe mes petits seins avant de m'étouffer de tout son poids. Mon cri n'est plus qu'un gémissement entre ses lèvres qui me bâillonnent. Dehors, Yesterday s'épuise. Dedans, moi aussi. Alors il défouraille son sexe raide et gonflé de veines. D'un mouvement de rein brutal, il s'enfonce dans mon ventre. 3 coups de boutoir. Un râle de plaisir. Un autre de colère d'en avoir déjà fini. La haine et le mépris déforment aussitôt son visage. Je suis une salope de l'avoir fait jouir trop vite. Je suis une putain qui ne mérite même pas qu'on la paye. Je lui dois d'être baisée parce qu'il m'héberge. Je devrais avoir honte de ce que je le force à faire avec mon cul à l'air et ma chatte qui mouille. Et si jamais je brise le cœur de Shannon en lui racontant des mensonges, la prochaine fois, il me tuera après m'avoir défoncé de toutes parts. Il prétend être possédé par le diable, mais c'est faux. Il sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il dit. Maintenant que c'est terminé, je n'ai plus que ma colère à lui cracher au visage. Aussitôt, une lueur de vengeance brille dans ses yeux. Pour m'humilier un peu plus, Flitch promène son membre dégoulinant de sperme et de mauvaises odeurs sur mes joues et sur mes paupières. Sa folie l'excite. Je sais ce qu'il cherche. Je secoue la tête pour lui échapper. Il me frappe. Je serre les dents. Sa poigne écrase mes mâchoires pour me forcer à ouvrir la bouche. Son truc immonde s'enfonce jusqu'au fond de ma gorge. Alors je le mords avec la férocité d'un fox terrier. Je crois que son coup de poing me tue. Quand il s'abat sur ma tempe, une douleur me transperce. Puis je reviens à l'horreur qui m'entoure dans les hurlements de Flitch. La minuterie du couloir ne cesse de claquer, de s'allumer et de s'éteindre sur une flaque de sang. Les voisins dans la rue, alignés derrière une rubaliste,
sont des personnages inventés pour les besoins du décor, en pantoufles et robes de chambre, éclairés par les flashs bleutés des gyrophares de la police et ceux de l'ambulance. Shannon Flitch est là, elle aussi, pétrifiée, dans un cri muet, les yeux exorbités par l'horreur qu'elle découvre, incapable de prononcer un mot. Tout son être vacille. Sa compassion chrétienne vient d'atteindre ses limites. C'est moi qui la dégoûte, et elle me lorgne comme le crachat d'un sans-abri. Malgré la couverture sur mes épaules et la chaleur du trottoir, je claque des dents. J'ai perdu une de mes chaussures. Ma deuxième famille aussi. Lundi 20 décembre 1965. La fin de notre folle vie à Londres. Ma troisième famille, je la bricole avec Richie. Sans doute pas assez courageuse pour déclencher une vengeance, je ne lui ai jamais parlé du viol. Dans mes rêves les plus téméraires, j'espérais que l'automne se chargerait de gommer le drame, mais on est début décembre et le cauchemar remonte toujours à la surface, surtout quand j'ai trop bu. C'est une période folle. Avec Richie, la passion est un curieux mélange d'eau de rose et de vitriol, et une succession de bouderies et de réconciliations. On fait n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête à condition que ça fasse grimper l'adrénaline. J'apprends à conduire et même à crocheter les serrures. Je suis plutôt adroite à ce jeu-là. Richie me ment souvent, mais je m'en fiche. Il sait mentir de façon si sensuelle. Ses amis, les jumeaux Cray, lui ont déniché une maison en préfabriqué dans les terrains abandonnés de Bethnal Green. Ici, dans ce coin de l'Est End, écrasé sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, les bungalows ont poussé comme des champignons. Jardin potager, clôture peinte à l'huile de vidange pour ne pas moisir sous la pluie londonienne, ce ghetto est devenu au fil du temps l'Éden des voyous, des petites frappes et des traînes savates. On y déniche n'importe quoi. Richie s'est spécialisé dans les magnétophones à bande, largeur de 18 mm avec 2 sens d'enregistrement, de l'hébreu pour moi. L'argent n'a pas d'odeur et Richie le prend là où il le trouve. Nous n'en manquons pas. Les fins de semaine, le gaspillons à l'ouest de Londres, de King's Road à Carnaby Street, où quelques pâtés de maison abritent ce que les journaux appellent une révolution musicale et culturelle. Pour nous, ce sont juste des boutiques où brûlent les billets de nos envies. Mini-jupes et ceintures serties de diamants de pacotille, chemises à jabot et pantalons bariolés. Nous évitons les galeries d'art, mais nous fréquentons les pubs transformés en salles de concert improvisées. Tout est possible. Croiser Jagger ou Donovan, Twiggy ou Marianne Faithfull. L'autre soir, nous sommes tombés sur Brian Jones et Hendrix. On se balade, on rentre faire l'amour, on fume n'importe quoi. On a le sentiment de vivre libre, de s'amuser et de se ficher de tout. Nos disputes, simulées ou non, ne sont qu'un prétexte pour terminer sous l'édredon. Plaisir des sens, orgasme indescriptible, feu d'artifice allumé par 2 dépravés. Mais la folie, ça se paye, toujours. Richie traîne trop souvent avec les frères Cray. Ces types portent en eux les stigmates du malheur, renie surtout. Le gars avoue lui-même qu'il est un vrai paranoïaque à tendance schizophrène. Son double, Reggie, est moins atteint, mais plus cruel, plus violent. À eux deux, ils règnent sur l'Est Inde à coups de lame de rasoir. Tout est à eux. Aldgate, West Ham, Limehouse, Hackney et les docks. Leurs désirs, toujours rémunérés, sont des ordres. Et d'un seul coup, tout dérape. C'est le soir de la Saint-Nicolas. Une sortie normale, ni plus fumeuse, ni plus alcoolisée que les autres. Le pub est bondé. À la table des Cray, 3 types austères et 2 filles tirées du ruisseau. Je suis avec Richie, à côté du bar. Bière à volonté. La musique et l'herbe sont bonnes, mais au milieu de ce moment de liberté, un énergumène décide de parler politique. Il clame haut et fort que les voyous sont des fascistes, et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'ils sont les suppôts des grands argentiers, et je comprends encore moins. Que les prolétaires devraient se débarrasser d'eux autant que du capitalisme. Le freluquet lève sa pinte en insultant la table des jumeaux. Sa chemise est ouverte comme celle d'un révolutionnaire, mais il a le torse glabre et la poitrine creuse d'un type ficelé contre un poteau d'exécution.
Une femme l'accompagne et tente de le calmer. Son visage est empreint d'une tumultueuse panique. À cet instant, je revois maman quand elle s'inquiétait pour moi. Dans le pub, le ton monte encore. Son homme la repousse, insiste et vocifère en désignant les frères Cray. Ce travailliste en herbe n'aurait pas dû. Il termine la soirée aux urgences, le crâne fendu par le cendrier de Reggie. Pour ne pas être en reste, son jumeau lui lacère la poitrine avant de se pencher vers Richie. « Nous, on peut pas. On a un sursis au cul, alors tu assumes ce bordel. On saura te récompenser, » dit-il en refermant son rasoir et en le glissant dans la poche de Richie. Et ça me glace le sang. Help! Flagrant délit. Ce soir-là, The Swinging London nous présente la facture de la vie facile. Le lendemain, personne n'est dupe. Ni la police, ni le juge, ni les jurés. Comparution immédiate. Audience bâclée et erreur judiciaire. Le verdict tombe. Richie prend 6 mois. 2 en détention à la maison d'arrêt de Brixton et 4 à Wandsworth. Ça ne va pas être facile de passer Noël toute seule. Lundi 14 février 1966. Londres. Prison de Wandsworth. Brixton est un endroit sordide. Isolement et surpopulation carcérale. Des détenus politiques et des détraqués en tout genre. Un vrai cloaque de misère et de vices. Richie dit qu'il connaît du monde et que personne ne lui cherche des noises. Mais quand je lui rends visite, je comprends qu'il ne maîtrise rien. Surtout pas les coups qu'il ramasse. Sa haine d'être là le gangrène. Ses phrases, toujours les mêmes, sont maculées de violence et d'envie d'en découdre. Il me regarde à peine. Tant mieux, il ne s'aperçoit de rien. Le lundi suivant son transfert à Wandsworth pour la Saint-Valentin, je reviens le voir. C'est un matin humide et sale de février. En entrant dans le parloir, je me sens épiée. D'autres détenus chuchotent avec leurs femmes. Attelage de vie ratée, figure de rave blême. J'avance, sans me préoccuper d'eux. Richie est là. Son œil droit est rouge et enflé. Il me fixe. Appuie ses mains sur la table qui nous sépare et regarde mon ventre. C'est à cet instant précis qu'il comprend. « De combien ?» me demande-t-il. « 6 mois. » Je murmure en lorgnant mes chaussures. Je lui jure que je ne m'en suis aperçue qu'au bout de... je ne sais plus. Personne ne s'en est rendu compte. En plus, je n'avais même pas de ventre. Je voulais tout lui dire, mais avec sa préventive et son procès, ce n'était pas vraiment le moment. Après la condamnation, les 12 semaines à Brixton, le transfert, mais là, c'est la Saint-Valentin, alors j'ai pensé que... L'incrédulité glace son regard de chat. Il encaisse, comme s'il recevait un sac de ciment sur les épaules. L'espace de quelques secondes, j'imagine que le regret de ne pas être avec moi pour vivre ma grossesse le bouleverse. « Débrouille-toi pour te débarrasser de ce polichinelle », qu'il me dit. Cette phrase me tétanise. Celle qu'il ajoute me crucifie. « À tous les coups, c'est même pas de moi le père de ce môme. » Il tourne les talons et elle un gardien pour regagner sa cellule. Peut-être a-t-il raison de m'en vouloir. L'ombre de Flitch, la laine chargée de bourbon, hante le parloir. En face de moi, une chaise vide et un désert d'angoisse. Retour en arrière, comme sur un magnétophone. Une chanson merveilleuse filtre d'une fenêtre et descend dans l'impasse. Yesterday. Un mirage? Je suis devant la porte des Flitch. J'ai dans la tête les voix d'une foule compacte qui s'entremêle. La clameur monte, et au milieu, maman hurle mon prénom et me crie de m'en aller, de fuir, vite, plus vite, d'écrire. Alors j'écris, partout. Devant la prison, sur le parking en attendant le bus, tant j'ai besoin de me confier à quelqu'un pour m'apaiser. Je n'ai personne. Alors je parle à voix haute et noircis des pages entières. C'est incroyable tous ces sentiments qui se succèdent. Depuis quelques semaines, je n'ai que de sales souvenirs à consigner dans le carnet de ma vie. Chaque feuillet est le récit d'une désillusion ou d'un véritable échec. Mon ventre bouge. Je me sens mal. Jeudi 17 mars 1966.
Londres, quartier de Rope Markers. C'est mon anniversaire et celui de la mort de maman. Et je suis seule dans notre bungalow à Rope Markers. Tout ce qui précède est le résumé d'une période que j'aimerais ne jamais avoir vécue. Depuis le viol, presque 8 mois, et les semaines s'étirent sans jamais finir. La solitude est le fardeau de l'âme, disait maman. Elle avait raison. Après mon unique passage à Wandsworth, je n'ai pas eu le courage de retourner voir Richie. D'après l'aumônier de la prison, le père Patrick, qui a eu la gentillesse de me donner de ses nouvelles, il ne décolère pas de me savoir enceinte. Depuis cette sinistre Saint-Valentin, plus rien. N'ayant que mon ventre à qui parler, j'éprouve le besoin de consigner mes états d'âme au jour le jour. C'est brouillon, mal écrit, souvent décousu. Les vérités du matin sont les mensonges de l'après-midi. Je me promets d'être plus rigoureuse à l'avenir, d'aller à l'essentiel, pour ne plus me disperser. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux. Ce soir, comme tous les soirs, quand le calme s'installe autour des bungalows, j'essaie de m'habituer à l'idée d'être bientôt mère. Si tout se passe bien, j'accoucherai fin mai, dans moins de 2 mois. Richie sortira peut-être pour la Saint-Jean. Sera-t-il un bon père? À moi de le convaincre. Sinon, avec lui, le pire est toujours envisageable. Mais j'ai besoin de me blottir dans ses bras. Yesterday m'aide à tout rendre possible. La radio s'énerve, le conflit irlandais s'envenime, le monde devient fou et je n'y comprends rien. Le journaliste dit que l'UVF déclare la guerre à l'IRA. Je m'en fiche. Que ceux qui persistent à collaborer avec les catholiques seront exécutés. Je suis irlandaise et catholique. Là, ça me fiche la trouille. Je coupe le son et vais dormir. Rêver peut-être. Non, je suis trop énervée. Help. Mercredi 6 avril 1966. Londres, Rope Markers. 650 livres. Les billets sont en éventail devant moi. Jamais je n'avais eu l'occasion d'en caresser autant. C'est de la part des frères Cray. Le gars qui me les apporte dit s'appeler Tyson Brown. Gueule de travers et voix râpée au tabac, il m'explique que la somme n'est qu'un acompte. Le reste suivra quand Richie sortira. Son regard vicieux s'attarde sur l'échancrure de mon corsage. Trop longtemps. Heureusement qu'il est en mission pour les Cray, sinon je passe à la casserole. C'est écrit dans ses yeux. Puis il se lève. Lentement, comme si une sciatique lui piquait les reins. Le merci que je lui envoie reste coincé dans ma gorge. Depuis le viol, depuis que Richie est à Wandsworth, je sors rarement, sauf pour gagner mon pain. La blanchisserie où j'ai trouvé un petit boulot se situe dans le quartier de Poplar, le fief des travaillistes. J'aime l'odeur du linge humide, de la paraffine chauffée sous la semelle des fers à repasser. Même si les regards des filles et de la patronne traînent sur mon ventre, même si je sais qu'elles me crucifient de messes basses et de moqueries salaces, personne n'ose me parler en face de ma grossesse. Jusqu'à vendredi dernier, un 1er avril. Mauvaise blague, je termine une chemise de bourgeois. Le col est trop amidonné. Les épaules et les manches refusent de se déplisser. Du carton. Je change de fer pour en prendre un plus lourd et plus chaud. Depuis les machines à laver, une odeur de bisulfite se mêle à celle de la javel. La tête me tourne un peu. Autour de moi, le caquetage des voix est inaudible, comme craché par le haut-parleur crevé d'un vieux tourne-disque. Une douleur soudaine me cisaille les reins. Je soutiens mon ventre d'une main, et de l'autre je m'appuie sur le rebord de la table à repasser. Toute la buanderie bascule pour devenir un manège de fête foraine. Le tohu-bohu s'amplifie, se désaccorde. Je perds connaissance. Lorsque j'ouvre les yeux, je suis assise sur un sac de linge sale. Au-dessus de moi, le visage du chef d'atelier est tordu de colère. Il me tend sous le nez la liquette à jabot dont le pan est marqué d'une brûlure jaunâtre. « Retenue sur ta paix !» qu'il me hurle. « Rentre chez toi, ne reviens pas, ton avenir est dans un bordel, pas dans une blanchisserie. » Je passe la matinée à compter et recompter les billets, comme si un coup de vent imaginaire pouvait m'en voler un. C'est mon sursis.
Sans cette somme inespérée, j'étais capable de prendre au mot mon chefaillon, mettre mon enfant au monde et me prostituer pour l'élever. À propos, garçon ou fille? Pour calmer Richie, il vaudrait peut-être mieux que ce ne soit pas une future traînée. L'épisode de la blanchisserie a eu le mérite de m'ouvrir les yeux. Jusque-là, j'étais grosse, un point c'est tout. Maintenant, je vais devenir mère. Quelque chose va sortir de mon ventre. Quelque chose de vivant. C'est faux, je suis enceinte et pourtant, jamais je ne me suis préoccupée de savoir où et comment accoucher. En fait, j'ai peur. Pour ne pas y penser, je me force à réfléchir à un prénom. C'est sans doute de la superstition, mais je n'ose pas me décider. Pour un garçon, Nolan, j'aime bien. Petit champion en irlandais. Si c'est une fille, j'hésite. Loan, en celte, ça veut dire belle lumière, mais j'adore Sheila, comme se prénommait maman, même si les gens la surnommaient Honey, parce que ses cheveux étaient de la couleur du miel. J'aime bien Andy. Enfant, c'était le surnom de mon ami imaginaire. Mais si Richie n'est pas d'accord, on changera. C'est lui qui choisira. Tout s'embrouille. Mes pensées s'agglutinent comme de vieux rossignols dans l'arrière-cour d'un faillitaire. Tout s'entasse pêle-mêle, des souvenirs désagréables, d'autres moins. Beaucoup d'occasions manquées, de promesses irréfléchies, des boîtes entières d'imperfections, de faiblesses et d'hésitations. Dans un coin, une pile de bonnes intentions croule sous le fatras de sentiments moins honorables. Sans savoir ce que l'avenir me réserve, ça ne va pas être simple de mettre de l'ordre dans ce capharnaüm. Pour le signe des Poissons, l'horoscope d'aujourd'hui parle de moments difficiles avant de voir la lumière du succès. Quand? Si au moins on me donnait une date pour me rassurer. Toujours d'après ce fichu horoscope, mon ange gardien, Mumia, n'interviendra que si je le sollicite. Mais comment? Dommage que je ne sois pas Bélier. Les 6 mois à venir sont pour eux des bagues de chance serties de perles de la réussite. Mumia, qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas si l'idée est bonne, ni ce que cela signifie, ni à quoi cela servira, mais à partir de maintenant, ce journal intime s'appellera Mumia. Ça ne fait pas très sérieux, je ne suis pas dupe, mais c'est comme ça. Après tout, je ne suis qu'une gamine de 15 ans qui va accoucher, non? Une voiture glisse devant le bungalow, couleur aubergine, comme dans une bande dessinée de Mickey. Son capot ridicule imite la gueule d'un poisson triste. Les phares ronds louchent sur le pare-choc avant. Le mauvais goût motorisé. Elle s'arrête. Plus rien pendant quelques secondes. Une portière claque. Panique. Sans comprendre, je ramasse les billets et les cache sous l'évier dans la cocotte minute. On a de la visite, Mumia. J'ai à peine le temps de regagner ma place dans le fauteuil et d'essayer de me donner un air détaché que 3 coups rapides cognent contre la porte d'entrée. Mon cœur bat la déroute. C'est l'homme aux faciès tordus qui vient récupérer les 650 livres, c'est sûr. Ça ne pouvait être qu'une erreur. Il va le rendre à Richie pour lui permettre de cantiner à la prison. Ou alors il revient pour moi, pour terminer ce que son regard avait commencé, me violer sur la table. 3 nouveaux coups, plus sec cela. Mon « entrée » se veut jovial, mais sonne comme le bêlement d'un agneau écarté de sa mère. « Bonjour, je suis le père Patrick », dit l'homme en se présentant devant moi. Lorsqu'il m'avait donné des nouvelles de Richie au téléphone, j'avais imaginé un curé plus vieux. Celui-là ne doit pas dépasser la 30aine. Son ombre longiligne dessine une tache de deuil sur le mur blanc du bungalow. Il reste dans l'encadrement de la porte, silencieux. Spectre grisâtre et étrange. Haute figure émaciée, dont l'œil aux aguets prend la mesure de ce que je suis et du désordre qui m'entoure. Beau front, traits fins, regard sombre et profond, un visage d'ange tourmenté cerné de cheveux noirs mi-longs, une coiffure qu'on attribuerait plus volontiers à Lucifer qu'à un homme de Dieu. Énigmatique et avare de gestes, Père Patrick affiche la prestance d'un curé qui meurt d'envie de devenir évêque. « Puis-je m'asseoir » dit-il en tirant d'autorité une chaise. « Crois-tu en Dieu » me demande-t-il alors.
Je réponds par l'affirmative aux 2 questions, ça me semble plus prudent. Tant mieux. Sais-tu, Sarah, qu'il arrive à Dieu, lorsqu'il est pris au dépourvu, de détourner les yeux et d'en appeler à la bonne conscience de ses créatures les moins obscures pour régler le problème? Tu comprends ce que je te dis? De peur de passer pour une idiote, je préfère ne pas répondre. Il se lance alors dans une diatribe qui me surprend. Richie est un brave garçon, une âme un peu perdue comme la mienne, dont Dieu se préoccupe malgré tout. Il assure avoir eu l'occasion de s'entretenir longuement avec lui à Wandsworth. C'est toujours la même chose, un détenu parle plus facilement à un aumônier des prisons. Avec ses comparses de cellule, il se vante. Avec un homme de Dieu, il se confie. Devant mon silence, Père Patrick insiste et me demande si je suis d'accord avec ça. J'acquiesce et il continue. Certes, le Seigneur a doté mon compagnon d'une intelligence moyenne et d'une âme opaque, mais il convient de ne pas lui en vouloir. Dans son immense bonté, il n'a pas omis d'affubler cet être un peu brusque d'un fond de gentillesse et de discernement. La phrase est longue et j'ai du mal à la comprendre. En tout cas, je suis ravie de l'entendre, mais je ne vois pas où cet aumônier veut en venir. Je déconnecte. S'ensuit un discours dont je ne perçois que la moitié des mots. Il y est question de travaillistes prônant la distribution du bien-être en supprimant la liberté de penser, de la prospérité du peuple et du recul de ses droits. Je n'y comprends rien. Mais j'éprouve à l'écouter un engourdissement délicieux, une anesthésie des sens. La voix grave et veloutée de cet homme de Dieu m'emprisonne l'esprit. Je n'ai pas envie de m'évader. J'en serais même incapable. Puis le silence s'installe. Père Patrick, très docte, lève le menton, croise les jambes et pose ses mains jointes sur sa ceinture. L'ingratitude est un crève-cœur pour celui qui la ressent, ajoute-t-il. Cette dernière phrase prouve bien que je ne suivais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Nouvelle diatribe. D'une certaine manière, Richie m'aime, mais il convient de regarder la réalité en face. Et il ne le sent pas capable d'assumer sa paternité. Il est trop versatile, trop immature. Moi, je suis une victime, je n'ai pas les armes pour lui résister. 15 ans. Je suis bien trop jeune pour être mère. Le système va nous broyer. L'Angleterre d'aujourd'hui ne sait pas comment gérer une telle situation. La naissance nous ensevelira sous des tonnes de problèmes administratifs et financiers. Nous serons incapables d'y faire face. La garde de l'enfant nous sera retirée et ce sera un déchirement. Avec Richie, il assure avoir parlé de tout cela pendant des heures. C'était parfois un peu, houleux. Au bout du compte, l'aumônier pense avoir trouvé une solution satisfaisante, pour tout le monde. Et mon compagnon est d'accord. Enchanté de l'apprendre. Père Patrick me regarde. Il a soudain sur le visage un train de compassion juvénile, ou de suffisance. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce qu'il vient de dire. C'est quoi, une solution satisfaisante? Je sais qu'il attend ma question. Pas facile de sauter dans le vide que cet aumônier des prisons ouvre devant moi. Il y avait beaucoup de phrases dans son discours et je ne les ai pas toutes comprises. La seule certitude que j'ai, c'est que la vie dont il parle est la mienne. La mienne et de celle de mon enfant. Maman disait souvent que vivre, c'était revoir ses prétentions à la baisse. Les miennes ne sont déjà pas très hautes. Mon mien, aide-moi. Pour m'accorder un répit illusoire, je lui propose quelque chose à boire. Il accepte un thé. Sans sucre, avec un nuage de lait. Je n'ai que du Jameson et des bières. « Va pour une bière », dit-il. Je la décapsule, la pousse vers lui et plonge vers l'inconnu. C'est quoi cette solution satisfaisante? Une goulée précautionneuse et il commence son histoire. Il est né en Irlande, à Tuam, une petite ville du comté de Galway, pas très loin du lac Mask et du Corrib. Des coins merveilleux pour taquiner la truite au mois de mai. Sa mère est écossaise et son père anglais. Elle est catholique, il est protestant. Le mariage de la carpe et du lapin.
Le commerce de la viande du mouton permet à la famille de bien vivre. Un jour, c'est le drame. Sa mère se noie lors d'une partie de pêche au taping sur le Corrib. Il a 15 ans, presque comme moi aujourd'hui. Son regard se grise de tristesse. Nouveau silence. Mon cœur s'arrête de battre. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est maman qui m'envoie ce messager. Moi aussi, je veux raconter ma vie à ce curé arrivé de nulle part, lui dire que j'ai dans les tripes une douleur qui ne cicatrise pas, la même que la sienne. Mes mots se bousculent, rien ne sort. Il m'explique alors qu'à l'époque, un prêtre officiant à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption l'aide à surmonter le drame. Sa vocation naît à ce moment-là. Ensuite, c'est le retour à Londres, une ville qu'il déteste. Des études pénibles dans un pensionnat protestant. Entre 2 voyages d'affaires et sans doute pour lui témoigner d'un peu d'affection, son père l'emmène visiter un oncle en Écosse, Stockton-on-the-Bridge, un trou perdu au milieu d'une immensité désolante de cailloux et d'ajoncs, une bâtisse modeste dont la grange est délabrée, un pont, une rivière à truites, des tourbières et des moutons. C'est beau mais déprimant. Au cours d'un séjour qui se prolonge, il tombe sur un livre expliquant, dans les 39 articles, la valeur impérative de la religion anglicane. L'acte de suprématie finit de le convaincre. J'ai l'impression d'entendre Ritchie me parler de ses magnétophones. Je ne comprends rien à ces bondieuseries. Que de mots pour se justifier. Il m'agace maintenant. En Irlande, on est catholique ou on est mort, pas protestant. Encore moins entre les deux. Où veut-il en venir? Me convertir? Les hosties sont peut-être fourrées au beurre salé chez les anglicans? Je lui pose la question. Ses sourcils dessinent de l'étonnement sur son front. Je vois ses phalanges blanchir. Une colère sourde lui crispe les mâchoires. Soudain, il se lève et avance vers moi. J'attends une claque pour me punir de mon insolent blasphème. Mais ses doigts prennent avec délicatesse les 2 côtés de mon chemisier, les resserrent et referment l'avant-dernier bouton. Puis, d'un geste tendre, Père Patrick écarte le col, balaie du bout des ongles une poussière qui n'existe pas, et me sourit. Il m'appelle par mon prénom et ajoute que l'agressivité ne sert à rien. Les filles comme moi, si elles provoquent le destin, la vie se charge d'elles. Elles deviennent danseuses ou écrivaines, actrices, avec de la chance. Les autres, celles qui insultent notre Seigneur, se prostituent. Une épine d'angoisse dégonfle mon arrogance. J'annonce un « Vous proposez quoi ?» pour calmer le sanglot qui me noue la gorge. Sa réponse n'est pas celle que j'imagine. Demain, il viendra me chercher. Nous partirons pour Tuam. Il connaît là-bas un endroit qui m'accueillera et me permettra d'accoucher sans que personne ne soit choqué. Les contacts qu'il a conservés sur place sont sûrs et l'enfant sera élevé dans les meilleures conditions possibles. Un travail me sera proposé. Blanchisseuse au départ, cuisinière ensuite. Secrétaire si je suis assidue au cours. Pour subvenir au coût de cette éducation, une partie de ma paie sera reversée à l'institution. J'ai la nuit pour réfléchir. Père Patrick me caresse les cheveux, puis le front. Sa main est d'une douceur étonnante. Il me sourit une nouvelle fois et ajoute que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Ritchie est d'accord, dit-il, et il a promis de venir me voir à Tuam. Pour qu'il accepte cette situation et entreprenne ce long voyage, je dois juste lui donner un peu de temps. Celui de sortir de prison. Puis Père Patrick s'en va et je reste dans mon bungalow comme une cruche oubliée au bord d'un ruisseau. Tous mes 33 tours des Beatles y passent. Pendant des heures, j'écris ce qui vient de m'arriver en espérant que la décision à prendre surgira d'entre les lignes. J'avale 3 bières et grille toutes mes cigarettes. Je regarde mon ventre. Ça ne doit pas être bon pour l'enfant. J'arrête de fumer. La nuit s'étire sans se presser. Une promesse de lune s'esquisse entre les nuages. Elle hésite puis s'éteint. Le ciel sombre dessine un jeu de pile ou face. Pile, si le cumulus de droite prend la forme d'un mouton, je pars à Tuam. Face, si celui de gauche avale les autres, je reste et j'attends Ritchie. Ça risque d'être compliqué. Cette dernière possibilité me paraît de plus en plus improbable. Elle est chargée de trop d'angoisse, de trop d'incertitude.
je ne me sens pas le courage de supporter la violence qu'elle peut engendrer. Dans le sac à dos de ma vie, les cailloux de mes mauvais choix sont déjà bien lourds à porter. Pas la peine d'en ajouter d'autres. Mumia, comment tu trouves ce que je viens d'écrire? C'est pas mal. Je n'ai rien oublié. C'est pas mal, je te dis. On décide quoi? Ne pas décider, c'est déjà décidé. Ce n'est pas ce que je te demande. Un jour, tu as formalisé un de tes rêves. Au milieu d'une foule compacte, tu entendais ta mère te supplier de t'en aller. Alors, va-t'en. Voilà que je parle toute seule. Dans le ciel, le cumulus a pris la forme d'un mouton. Ma décision est prise. Je pars pour Tuam. 5. Londres, quartier de Shoreditch, où Diane pleure pour Sarah. Mon Dieu, murmure Diane en se redressant sur le sofa. Tu ne vas pas faire ça, petite idiote. Sais-tu seulement ce qui t'attend à Tuam? Elle se souvient des rumeurs horribles sorties dans la presse, du combat courageux de cette femme obstinée, Catherine Corless. Près de 800 bébés officiellement morts, certificat de décès à l'appui, mais sans aucune sépulture. Elle se souvient aussi d'un manuscrit. C'est ça, un manuscrit refusé. Mal écrit mais terriblement accusateur. Une affaire de gamin qui saute le mur du couvent et ouvre une trappe sur laquelle reposent des centaines de petits squelettes. L'auteur, un journaliste du Tuam Herald, prétendait l'avoir vécu. Corless, qui avait fréquenté l'école de la miséricorde, tenue par les sœurs du Bon Secours, affirme que les 800 enfants, tous nés de filles-mères hébergées par l'établissement religieux, ont été jetés dans une fosse commune, une ancienne fosse septique, à l'intérieur même du couvent. Sur les conseils de l'avocat de Sanwood, Diane n'avait pas voulu prendre le risque de publier une telle horreur, surtout romancée, sans preuve consistante, mais elle avait deviné par instinct qu'un terrible scandale pourrissait dans le sous-sol de ce couvent. « Dis-moi que tu n'es pas tombée dans ce piège, petite gourde !» s'emporte Diane. Elle s'étonne de sa colère, mais comprend vite qu'elle n'est pas dirigée contre Sarah, mais contre le destin qui se dessine pour cette pauvre enfant. « Oh non, pas Tuam! Je t'en prie, pas Tuam !» Elle ne sait pas très bien qui elle implore, elle qui ne croit pas en Dieu, surtout après ce qu'il a probablement laissé faire à Tuam, justement, et par ses propres gens. Elle cherche qui pourrait empêcher que l'horreur se produise. Pas les dieux et encore moins les hommes, et elle enrage. Faudrait-il se résoudre alors à regarder, sans le redouter, cette gamine marcher vers un nouveau calvaire? Puis elle se reprend. Le journal est daté du milieu des années 60. Il n'y a rien qu'elle puisse envisager pour changer le destin de Sarah. C'est idiot de réagir de la sorte. C'est non professionnel. Ce texte n'est qu'un manuscrit. Elle n'est même pas certaine que ce soit une confession. Tout ça pourrait n'être qu'une fiction bien ficelée. Peut-être que tout est inventé dans cette histoire, alors pourquoi s'emballer? Elle se sert un verre de vin avant que la réponse ne s'impose, évidente. Elle s'est attachée à Sarah ou à son personnage. Vrai môme ou fausse gamine perdue, peu importe. Elle tremble pour cette fille qu'elle aime déjà. Et au fond d'elle-même, parce que le document qu'elle a dans les mains compte encore plusieurs centaines de pages, elle devine, elle sait. Elle redoute d'autres malheurs. Mais pas Tuam, implore-t-elle à nouveau. Et comme ni elle ni personne ne peut rien pour éviter à Sarah ce qui doit lui arriver, elle se décide à l'affronter et reprend sa lecture. Bien plus tard, au cœur de la nuit, les yeux rougis, des mouchoirs en papier trempés dans ses poings serrés, Diane tourne le dernier feuillet. Elle repose le manuscrit sur le parquet, éteint la lampe calipige, vide son verre de vin blanc, s'enfonce dans le sofa et tire le plaid sur elle. Puis elle ressort les bras et prend son téléphone pour envoyer un message à Ashley. « Tu avais raison. C'est un texte terrible, magnifique s'il raconte une vérité. Je pars demain pour Stockton-on-the-Bridge. Je veux savoir qui est à l'origine de tout ça. » 6. Stockton-on-the-Bridge. Une petite fosse dans un jardin.
La vache la regarde. Ou plutôt Diane pense qu'elle la regarde, parce que son toupet touffu entre ses cornes élancées, écarté et pointé vers le ciel, lui masque les yeux. Diane croyait que la robe des Highlands était rouge. C'est leur couleur officielle. Mais celle-ci est d'un roux blond qui s'allume quand le soleil éclaire le monde entre les nuages. C'est comme un manteau d'hiver. De longs poils un peu froissés qui tombent depuis son dos et qu'on devine doublés dessous d'un douillet duvet. L'animal la fixe, immobile. Elle a sur le crâne un autre toupet frisé qui lui donne un air bienveillant, avec sa bonne tête en triangle parfait, en bas duquel bourgeonne son gros mufle blanc. Diane hésite à passer la clôture pour frotter son visage dans la fourrure épaisse. Elle n'entend pas la voiture. Un vieux coupé Saab des années 80 qui descend la petite route, moteur éteint. « N'allez pas souiller vos escarpins pour rien !» dit le conducteur en passant. « Vous en aurez peut-être bien besoin pour déguerpir au plus vite. » Diane se retourne, mais le véhicule chointe déjà en roue libre vers le val où Stockton-on-the-Bridge se blottit autour de son pont de pierre. « Monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît !» Mais l'homme lui adresse un geste de la main pour indiquer qu'il ne peut pas attendre, ou s'arrêter, ou répondre. Elle ne comprend pas très bien. Quand elle se résigne à remonter dans sa voiture, le bovin des Highlands s'est déplacé de quelques pas pour suivre des yeux l'auteur silencieuse qu'elle a dû reconnaître. De profil, la vache n'est pas très haute mais trapue. Le dos bien plat, l'encolure solide et large, les sabots recouverts de poils comme des moon boots, c'est un mâle. Ses deux énormes testicules pendent à mi-pattes. Diane bondit en arrière et recule jusqu'à son coupé jaguar rouge que la bête convoite soudain du regard. Diane saute à bord en panique et démarre aussitôt, sous le regard inexpressif du taureau qui s'en moque. La route serpente jusqu'au village sur une centaine de mètres, un lieu-dit plutôt. Quelques habitations regroupées autour d'un pont anodin. D'autres sont dispersées dans les prés aux alentours. Diane repère une maison dont la baie et la porte vitrée ressemblent à celles d'une ancienne boutique. Elle se gare, gravit les 3 marches du perron et regarde à l'intérieur. Elle y devine un petit bar avec 2 tables et un jeu de fléchettes. Elle essaie de pousser l'ouvrant, verrouillé. Elle frappe plusieurs fois. « Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, il y a quelqu'un ?» Elle patiente quelques instants, puis se retourne vers les autres bâtisses. De la fumée sort des cheminées, mais rien n'est allumé à l'intérieur, malgré le nuage de pluie qui assombrit le ciel. Elle appelle à nouveau en frappant à la porte. « Et alors ?» demande une voix dans son dos. « Boris ne vous a pas culbuté dans le fossé ?» C'est l'homme de la vieille Saab. Il monte les marches trop étroites pour 2, bouscule un peu Diane et s'en excuse. « Boris ?» s'étonne-t-elle. « Boris, le taureau. Il a la même tignasse que ce clown de Johnson, vous ne trouvez pas ? Coiffés comme un gâteau sous la pluie tous les 2. » Il ouvre la porte et d'un signe de la main lui propose d'entrer la première. « La beauté avant l'âge », plaisante-t-il, frivolement sentencieux. Quand il allume, cette pièce, qui semblait obscure et froide de l'extérieur, devient un cocon chaleureux, chauffé à l'excès par 2 gros radiateurs en fonte. Le plafond, entre les poutres, est peint d'un rouge du plus anglais qui soit. Un lambris sombre et verni court sur tout le bas des murs, qui sont au-dessus tapissés d'un vert profond, égayés de minuscules fleurs de lys en fil d'or. Tous les cadres sont naturalistes. Croquis encyclopédiques de poissons et d'oiseaux pour la plupart, à l'encre ou à la mine, avec le nom latin et des petites lettres au bout de fins filets qui devaient renvoyer à des légendes techniques. La grosse suspension joufflue entre les poutres centrales est en pâte de verre et écrase toute la pièce de sa lumière jaune. C'est chaleureux, c'est vrai, et à la fois d'un si mauvais goût que Diane se retient d'en rire, jusqu'à ce que, dans l'ombre ambrée de la lampe, elle devine la frise qui décore le haut de chaque mur. Que des têtes de poissons naturalisées, la gueule grande ouverte.
carnassier, poussiéreux. Elle pense à des films dans lesquels de mignonnes petites bêtes deviennent la nuit de cruelles créatures. Elle ne peut en détacher son regard, et son hôte croit qu'elle est venue à Stockton pour la pêche. « Non », dit-elle trop brusquement pour cacher son dégoût. « Je cherche la poste. » L'homme qui ôtait sa casquette suspend son geste et la dévisage. « La poste ?»« Oui », répond Diane qui le regarde vraiment pour la première fois. Malgré le froid et la pluie dehors, il ne porte qu'un gilet ocre sur une chemise grise, un pantalon de flanelle glissé dans des bottes de fermier. On le sent un peu malmené par l'âge, un peu raide aux entournures, mais ses yeux se frisent de malice à chaque instant. « Brenda !» appelle-t-il. « Viens donc voir par ici !» Le bruit d'un pas traînant se fait entendre, et d'un couloir apparaît une femme froissée par les années et une vie rustique. Maigre comme une épaule de chat, aurait dit la mère de Diane. Son tablier de cuisine est poudré de farine. « Cette charmante personne cherche la poste », s'amuse l'homme. « Au lieu de te moquer, lui as-tu proposé quelque chose à boire au moins ?»« Mince alors, je manque à tous mes devoirs de pecno du trou du cul de l'Écosse. Désirez-vous boire quelque chose, madame ?»« Diane, appelez-moi Diane, je vous en prie. »« Je suis Harvey Macfarlane et voici ma douce et très directive épouse Brenda. Donc, Diane, thé, chocolat chaud. » La pluie fouette soudain une averse contre les carreaux et Diane se surprend à frissonner. « Vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus fort ?» demande-t-elle dans une mimique de fausse innocence. « Un lait de poule ?» propose Brenda. « Oh, Seigneur Dieu !» soupire Diane, « un lait de poule, je n'en ai pas bu depuis des siècles. »« Je vous le prépare, » dit Brenda en retournant devant ses fourneaux. « Je peux voir comment vous faites ?» Brenda accepte d'un sourire et ils se retrouvent tous les trois dans la cuisine. « Vous cherchez vraiment la poste ?» demande la vieille femme en sortant un saladier dans lequel elle casse 4 jaunes d'œufs qu'elle blanchit au fouet avec du sucre. « C'est ça, » répond Diane. « La poste de Stockton-on-the-Bridge ?» Dans une casserole, Brenda chauffe un demi-litre de lait, 2 louches de crème, 3 clous de girofle et une pincée de vanille et remue le tout sans le porter à ébullition. « Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue jusqu'ici. Pourquoi cette question ?» Avant de répondre, Brenda verse lentement le lait fumant et parfumé sur les œufs blanchis et sucrés en battant délicatement sa préparation. « Eh bien, Diane, parce qu'il n'y a jamais eu de poste à Stockton, » dit finalement Brenda en vidant le mélange dans le récipient pour le garder à feu doux. « Pas de poste ? Vous êtes sûre ?» Brenda dessine des 8 avec une spatule en bois dans la mixture crémeuse qui épaissit doucement. « Ma chère, la seule poste qu'il y ait jamais eu ici, c'était un simple bureau de dépôt que nous tenions quand nous vendions encore du tabac. En quelle année avons-nous arrêté le tabac, Harvey ? En 1975, je crois ? 76, peut-être. Non, 75, j'en suis sûre. Alors, pourquoi tu le demandes ? Brenda surveille sa spatule. Bientôt, le mélange y colle un peu. Au lieu de ne servir à rien, apporte-moi 3 grands verres et des bouteilles. Harvey disparaît, tout sourire, en levant les yeux au ciel. J'ai pourtant reçu un paquet avec le tampon de la poste de Stockton-on-the-Bridge, insiste Diane. Reste plutôt là-bas, lance Brenda à son mari. Nous n'allons quand même pas faire boire cette brave Anglaise dans la cuisine. Elle raccompagne Diane jusque dans la pièce où Harvey a aligné 3 au verre et 2 bouteilles. « Glengoyne », explique-t-il fièrement, « le seul whisky fabriqué dans les Highlands et maturé dans les Lowlands. Le rhum est français, du Savannah Grand Arôme de la Réunion, distillé en colonne de cuivre. »« Je prendrai du rhum alors, s'il vous plaît. »« Il n'en est pas question, ma chère. Le vrai lait de poule par chez nous, c'est 2 cuillerées à soupe de chaque alcool et un soupçon de noix de muscade par-dessus.
Harvey joint le geste à la parole et prépare les 3 laits de poule. Diane serre le sien bien chaud entre ses mains et s'enivre des parfums qu'elle découvre. « Donc, il n'y a pas de poste à Stockton ?»« Non, ma chère, » confirme Harvey. « Est-ce que je peux voir ce courrier dont vous parliez ?»« Il est dans une de mes valises, dans la voiture. J'irai le chercher quand la pluie s'arrêtera. »« Jeudi, alors, parce qu'il va pleuvoir les 3 prochains jours. Boris s'est mis le cul au vent et ça, c'est pluie assurée pour 3 jours. »« Oh non !» soupire Diane. « Quand vous aurez bu votre lait de poule, Harvey vous aidera à décharger vos bagages. »« Mais je... Bien sûr que si !» coupe Brenda. « Nous faisons un peu chambre d'hôte à la bonne saison. Nous pouvons vous héberger pour la nuit. »« Ou pour 3 jours », rajoute Harvey, l'œil coquin. « C'est trop aimable. Alors c'est un pub ici ?»« C'était. Maintenant, c'est plus chez nous qu'un commerce. Mais si quelqu'un pousse la porte, nous le servons. Villageois ou touristes. »« Des touristes viennent vraiment jusqu'ici ?»« Oui. Une bonne partie pour photographier Boris, qui a été 10 ans de suite le meilleur reproducteur des Highlands, et aussi pour le pont, qui aurait été l'enjeu de féroces batailles pendant un siècle. »« Un si petit pont ?» s'amuse Diane. À l'époque, les clans se battaient à 20 contre 20 à peine. Il fallait bien des défis à la mesure de leur nombre. Mais on pourrait franchir la rivière d'un seul bond ? C'est vrai. Gamins, nous sommes tous tombés dedans plus souvent qu'à notre tour. Mais les clans aimaient les batailles, vous savez. Et tout leur servait de prétexte. Même nos 6 petits ponts de pierre. Diane regarde autour d'elle. À l'extérieur, le ciel a gardé le paysage sous un édredon noir et mouillé. Le soir est presque là. Dans le hameau, aucune maison n'est vraiment éclairée, ou à peine. D'une seule lampe, dans une seule pièce. Ce pub, improbable, est comme un phare allumé dans la pénombre d'un océan immobile. « C'était si important, ce courrier, pour venir jusqu'ici depuis Londres ?»« Comment savez-vous que j'arrive de Londres ?» Votre indécrottable accent british matiné de londonien, sourit Harvey. Ne l'écoutez pas, Diane. Ce vieux beau a dû être vacciné avec une aiguille de gramophone. Il est bavard comme une pie. Et alors, ce n'est déjà pas si mal de vieillir beau, non ? La ferme, commissaire. Alors, Diane, ce courrier. Rien de très secret, Harvey. C'est un manuscrit prometteur que j'ai reçu dans une enveloppe apparemment affranchie à Stockton-on-the-Bridge. J'étais curieuse d'en connaître l'auteur, mais comme aucune coordonnée ne figurait ni sur le manuscrit ni sur l'enveloppe, je voulais essayer de retrouver au moins la personne qui me l'avait envoyé. « Vous êtes éditrice ?» s'intéresse Harvey avec admiration. « Vous éditez de vrais écrivains ?» « Oui. C'est un peu le principe de ce métier, » se moque-t-elle gentiment. « Et ce manuscrit était si bon qu'il justifiait un tel déplacement ? Ça vous arrive souvent de partir à la recherche d'un auteur anonyme ? » ?»« Non, avoue Diane, c'est la première fois. En général, les auteurs n'oublient jamais de mentionner leurs coordonnées. Ils sont trop avides d'être publiés afin que le monde entier reconnaisse leur immense talent. Je suis vraiment très déçue d'avoir fait tout ce chemin pour rien. »« Vous l'aurez au moins fait pour un bon lait de poule dans la plus pure tradition écossaise, » la console Harvey en levant son verre. « Oui, » soupire Diane en sirotant le sien. « Et ce roman ?» demande Brenda. « Parle-t-il réellement de Stockton ?»« Non, justement, c'est ce qui m'a intriguée. C'est un journal intime et une bien triste histoire qui se déroule entre l'Irlande et l'Écosse. Si le bourg de Stockton-on-the-Bridge y est mentionné, c'est qu'il est une des étapes du périple malheureux de son auteur. Et comme je l'ai déjà dit, le manuscrit a été posté d'ici. »« Et que raconte-t-il ?» se passionne Harvey. « Dites-nous vite !» 2 personnages, le père Patrick et l'héroïne, Sarah, y auraient séjourné quelque temps dans la maison d'un oncle du prêtre. « Abercombrie !»
lâche Brinda sans sourire. Pardon ? L'oncle du père Patrick, c'est ce vieux gripsou de Daniel Abercrombie, confirme Harvey. Vous connaissez cet homme ? S'intéresse aussitôt Diane. Pas directement, mais on m'a raconté que ce type avait du barbelé dans les poches, tellement radin qu'il économisait ses mots, un vrai taiseux, et le père, c'était le fils de son frère, Fergus Abercrombie. Seigneur Dieu, les frères Abercrombie, si vous saviez tout ce que j'ai pu entendre sur eux, il paraît qu'ils s'asseyaient là où vous êtes et qu'ils partageaient la même pente qui leur durait jusqu'à la fermeture. Ils vivent encore à Stockton ? Non, ils ne souffrent plus de migraines depuis longtemps, ces deux-là. Ça fait des années qu'ils ont la tête dans la glaise à force d'y mettre celle des autres. Harvey, je t'en prie, même si elle s'envole d'une pourriture de charogne, une âme reste une âme, et elle se respecte. Pourquoi dites-vous ça ? S'inquiète Diane. Harvey dit ça parce que Daniel Abercrombie était croque-mort pour les cimetières des alentours. Et moi, je dis ça parce que Fergus Abercrombie était un fieffé salopard de sacristain qui tripotait les enfants de chœur et jusqu'à son propre môme. Quand ça s'est su, il s'est pendu chez lui et a obligé son fils unique à le regarder faire. Un long silence s'installe, en même temps qu'une pluie lourde et régulière grêle sur le toit. Diane n'en revient pas. Le père Patrick aurait donc bien existé, et la triste histoire de Sarah pourrait être vraie. Brinda devine que Diane est sous le choc et fait signe à Harvey de se lever. « Je vais réchauffer le dîner. Ragoût de queue de bœuf aux légumes racines, crème glacée au whisky et au miel en dessert. Ça vous va ? Et toi, commissaire, dresse plutôt la table. » Diane ne sait pas quoi dire, excitée que le père Patrick ait existé, subjuguée par l'hospitalité écossaise des Macfarlane. Elle se lève pour aider l'homme de la maison. « Harvey, pourquoi Brinda vous donne-t-elle du commissaire ? » « Parce que j'ai été policier dans une autre vie. 15 ans à Édimbourg avant de revenir à Stockton avec une mauvaise blessure. Un joli coup de surin pendant une arrestation et qui m'a coûté la moitié d'un poumon. Déjà que je fumais comme un remorqueur. » C'est comme un dîner en famille. Brinda explique que dans ses crèmes glacées, elle ajoute le miel très chaud et un fin filet régulier à la manière des Français avec de l'huile dans la mayonnaise. Harvey raconte ses histoires de policiers. Diane parle des livres et des auteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.